Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 28 janvier 2022. Je continue ma lecture du livre qu'a écrit Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes et dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer. Alors je continue ma lecture. C'est juste une façon de pouvoir développer mes propres pensées en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net. J'en profite pour dire que si, parce que je ne pense pas le faire en fait, c'est quand même une sorte de base apparemment euh, sur YouTube, enfin sur ces espaces, que si vous êtes content de ce que vous entendez, si vous y apprenez des choses, si c'est pas, voilà, si c'est, vous pouvez euh, mettre un pouce, je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est, voilà, vous pouvez le manifester, il paraît que c'est important. Voilà, en tout cas, je continue ma lecture, c'est le niveau 5, le, et où il était question un petit peu de la façon dont Schopenhauer écrivait. Je reprends à partir de là. Schopenhauer, qui est le fils d'un négociant, est riche en termes de concret, en exemples, en applications pratiques, voire en humour. Et là, il y a un petit renvoi en bas de page. Alors, voici un exemple de cet humour qu'il vaut mieux reléguer en note. L'acteur Unzelmann, qui avait la réputation d'ajouter des mots de son cru aux paroles des pièces, reçut au théâtre de Berlin la défense d'improviser. Peu de temps après, il devait apparaître à cheval sur scène. En entrant, le cheval se livrait à des incongruités désastreuses en public. Les spectateurs se mirent à rire. Sur quoi Unzelmann adressa de sévères reproches au cheval. Ne savez-vous pas qu'il nous est défendu d'improviser? Au lieu de recommander des livres sur Schopenhauer, il est préférable de renvoyer le lecteur à Schopenhauer lui-même. Les 3 volumes de son ouvrage principal sont d'une lecture aisée et substantielle. Tous les essais sont pleins de charme et d'intérêt. Voilà, en fait, je reprends ça. Je renvoie à la lecture de Schopenhauer, que je n'ai pas lu moi-même, malheureusement. Mais peut-être j'arriverai à le faire un jour ou l'autre. En tout cas, je découvre la lecture en même temps que vous de cet ouvrage. Et, euh, et c'est clair qu'il a euh, ça va très bien avec sa façon de philosopher, qui me semble être en révolte face à un système, euh, très similaire à celle de Nietzsche en fait. Et c'est sans doute motivé par la frustration. Donc la frustration, c'est un des moteurs essentiels de l'homme constructeur. Il nous permet cette frustration, alors elle est négative dans la plupart des cas, c'est une souffrance, elle nous fait souffrir nous-mêmes, elle fait souffrir les autres, etc. C'est quand même quelque chose dont on aimerait bien se passer. Mais en même temps, ça permet des œuvres totales et des œuvres incroyables, quoi, des œuvres de révolte. C'est certainement la frustration qui a motivé Marx, qui a motivé euh, une grande partie des philosophes qui n'ont pas suivi, qui étaient un petit peu en marge du système, qui n'étaient pas acceptés par le système. Le fait d'être accepté par le système enlève cette frustration. Euh, voilà,
Et donc enlève aussi de la combativité, parce qu'on est d'une certaine façon euh, contraint de philosopher pour le système, pour rester dans ce système. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour beaucoup, ça les maintient, ça les oblige à, ne, à avoir une sorte de cadre. Voilà, bon, je continue. Après Kant, l'humour en philosophie était une surprenante innovation. Donc déjà, c'est une bonne chose de mettre de l'humour en philosophie. Mais pourquoi l'ouvrage fut-il mal accueilli? En partie parce qu'il a attaqué précisément ce qui aurait pu lui donner de la publicité, les professeurs d'université. Hegel était en 1818 le dictateur philosophique de l'Allemagne. Malgré cela, Schopenhauer l'attaque sans perdre de temps. Dans la préface de la seconde édition, il écrit « Aucun temps, j'ose le dire, n'est moins favorable à la philosophie que celui où elle est indignement exploitée, ou comme moyen de gouvernement, ou comme simple gagne-pain. Qui donc peut trouver à redire à la maxime primum vivere dend philosophari, vivre d'abord, philosopher ensuite. Et peut-être que nous sommes, en aparté, peut-être que nous sommes dans un temps un peu similaire, où la philosophie dont on nous parle, qu'on nous met en exergue, que les médias relaient, c'est soit des moyens de gouverner, c'est très proche de la pensée classique, soit un gagne-pain, voilà, une manière de s'enrichir même quelque part. Euh, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une vision un peu sophiste des choses. Ces messieurs veulent, je reprends la lecture, ces messieurs veulent vivre avant tout et vivre de la philosophie. Ils n'ont qu'elle pour nourrir femmes et enfants. Et là, c'est vrai que c'est un tort. Je suis d'accord entièrement avec lui. C'est peut-être pas la bonne. Il faudrait pouvoir trouver la clé pour tous les philosophes de s'exonérer d'obligations pour pouvoir philosopher. En même temps, les obligations sont un moteur aussi d'écriture. On peut très bien se plonger dans le laisser-aller, si on de faire une philosophie juste de dilettante, si on a les moyens qui nous sont offerts sans avoir besoin de travailler. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a de la complexité à mettre derrière tout ça. Ces messieurs veulent vivre avant tout et vivre de la philosophie. Ils n'ont qu'elle pour nourrir femmes et enfants. La maxime « je chante celui dont je mange le pain » est éternellement vraie. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je chante celui dont je mange le pain. Ben oui, malheureusement, c'est un petit peu ça. Et donc, les philosophes qui soutiennent sans le soutenir, mais sans le critiquer non plus, en étant juste un petit peu à la marge de ce néolibéralisme, parce qu'ils sont grassement nourris par lui, à ce moment-là, rentrent dans cette maxime. Je chante celui dont je mange le pain. Là, c'est pas une chanson qui est mise, mais c'est un silence. Et le silence, comme pour Beethoven, c'est encore de la musique. Et éternellement vrai. Les anciens voyaient dans le trafic de la sagesse la marque distinctive du sophisme. Ils avaient peut-être pas tort. La médiocrité peut seule s'acheter à prix d'argent. Et c'est vrai. Comment une génération qui a pendant 20 ans proclamé un Hegel, ce caliban intellectuel, le plus grand des philosophes, pourrait-elle rendre jaloux de ses applaudissements le spectateur d'une pareille comédie? La vérité sera toujours le bien du petit nombre
et c'est pour cela qu'elle doit veiller avec sollicitude et modestie sur les quelques exceptions qui trouvent en elle leur plaisir. Notre vie est courte, mais le travail de la vérité est profond et sa vie longue. Disons la vérité. Voilà ce qu'il écrit, voilà ce qu'écrit Schopenhauer. Et là, il y a beaucoup de critiques à faire sur tout ça. Ça me fait vraiment penser à la façon dont Picasso a créé ces Demoiselles d'Avignon. En réaction, en frustration donc, devant Matisse qui avait tous les honneurs, qui était le philosophe le plus apprécié du moment, le philosophe contemporain, parce qu'il malgré tout, il a mené une parfaite nouveauté. Et ces tableaux qui étaient de la joie, de l'amour, etc., une sorte d'idéalisme, comme Hegel d'ailleurs. Je pense que, je crois que c'est l'hymne à la vie ou la danse de la joie de vivre. Je ne me souviens plus comment s'appelle ce tableau. Mais enfin, c'était ce tableau qui était vraiment adulé par la critique. Et Picasso n'allait même plus au vernissage, s'est enfermé complètement. Et dans sa rage, il a créé les Demoiselles d'Avignon, qui étaient des femmes aussi, mais c'était les femmes au bordel au départ. Donc ce qu'il voulait dire, c'est il y a autre chose. Voilà, oui, qu'est-ce que c'est? Il montre que la beauté, etc. C'est une vision idéalisée des choses, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est exactement ce qu'a voulu faire, ce qu'a été obligé de faire, parce qu'en fait, c'est les pulsions qui dominent là, qui sont motrices, qui créent à la place du créateur, qui chapeaute le créatif, qui chapeaute Schopenhauer et qui le pousse à écrire donc la volonté, un travail sur la volonté, sur la volonté de puissance, sur cette chose très animale d'une certaine façon, en réaction à l'idéalisme peut-être. Voilà, c'est une interprétation, je connais, c'est très intuitif, hein, c'est juste des intuitions, je les libère comme ça, et c'est important d'aller se renseigner pour savoir si ça tient un peu la route ou pas. Mais en tout cas, c'est mon intuition. Et donc, en réaction, il y a cette créativité, et je pense que c'est la même chose pour Nietzsche, et c'est la même chose pour Picasso. Et effectivement, en sortant ce truc extrêmement violent, cette réalité pure, simple, la vie c'est comme ça, oui, vous voulez montrer les choses idéales, ce qu'il faut viser, notre horizon, mais ce qu'il y a là, ce qu'on vit actuellement, c'est ça. C'est les femmes au bordel, c'est la vie comme ça, c'est les pulsions, c'est etc. Alors, il faut les deux. C'est ça qui est intéressant. Il faut les deux, sauf que pour la finalité, pour le sens de l'humanité, c'est Hegel, c'est Matisse qui ont raison. C'est ce qu'on doit mettre en lumière. C'est cet horizon qu'on doit donner à l'humanité pour qu'elle conserve son éthique, son amour, son idéalisation du bien.
des choses bonnes, sans, voilà, tout en acceptant que le mal est un moteur très important de l'évolution humaine. Mais c'est le bien qu'on doit montrer en exemple. C'est lui qui doit tracer notre route. Et non pas le fait de dire, ben voilà, le monde est comme ça. Parce que ça fait le jeu de la perversion narcissique. Ben vous voyez bien, le monde est comme ça. Les gens abusent les uns des autres. Si tu te laisses avoir, c'est ta faute, etc. Tu ne dois pas être faible, etc. etc. Toutes ces explications qui sont là, qui montrent le monde tel qu'il est, violent, cruel, injuste, etc., permet à la perversion narcissique de s'épanouir. Si on dit ça, c'est pas bien, c'est pas le bien, c'est pas ce qu'il faut qu'on idéalise, mais ce qu'il faut idéaliser, c'est ce qu'il y a à notre horizon, le bien, etc. À ce moment-là, on peut critiquer, et tout en étant conscient que le mal fait partie intégrante de l'évolution humaine. Sans le mal, on ne peut pas évoluer. Il est une dimension majeure, aussi importante que le bien, pour aller vers le bien. Voilà. Simplement, notre horizon, la finalité de l'humanité, égale à raison. Marx a raison. Voilà. Matisse a raison. C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'extase. C'est la dernière partie de ce qu'écrit Spinoza. C'est ce qu'écrit Hegel, la finalité d'Hegel. Voilà. C'est ce que pensent les grandes religions, au moins monothéistes. Mais je pense que c'est à peu près similaire pour les religions cycliques. Il y a toujours devant nous soit le pire, mais qui va engendrer un retour, un recommencement pour aller vers le sommet, vers le summum, puis la dégradation, etc. Cette forme d'évolution. Voilà. Je reprends. Il y a de la noblesse dans ces dernières paroles, mais dans l'ensemble, on sent le regret des raisins trop verts. Personne ne fut jamais plus désireux d'approbation que Schopenhauer. Voilà, c'est un désir d'amour, en fait. La frustration, c'est un manque d'amour, c'est terrible. Hein, mais voilà, il faut que des gens vivent cette frustration pour donner une autre forme d'expérience, de pensée, de vision. Donc il fallait que Schopenhauer soit frustré pour écrire le monde comme volonté, et voilà, qu'il puisse apporter ça à l'humanité. Il eût été encore plus noble de ne pas dire de mal de Hegel. Il a raison. Ça, c'est Will Durant qui écrit ça. Bien sûr qu'il aurait été plus noble de ne pas dire de mal de Hegel. De vivis nil nisi bonum. Des vivants ne disons rien que du bien. Ben, c'est ça qui est vraiment bien. Que l'on juge de la modestie avec laquelle Schopenhauer attend de voir sa valeur reconnue. Entre Kant et moi, dit-il, je conteste que l'on ait fait en philosophie le moindre progrès. Bon, c'est là où c'est terrible, hein, parce que c'est une vraie... peut-être que la frustration engendre le narcissisme, d'ailleurs. C'est probable, mais là on sent une sorte de narcissisme incroyable, quoi. Je soutiens que cette pensée, que le monde des volontés, est celle qui a été longtemps recherchée sous le nom de philosophie,
et que sa découverte est donc considérée par ceux qui connaissent l'histoire comme aussi impossible que celle de la pierre philosophale, il écrit. Mais c'est incroyable, quoi. C'est faux, parce que c'est une des parties de ce que la philosophie devait mettre en lumière. Et la partie de Hegel est aussi importante, comme je l'ai dit juste avant, à mon sens plus importante. Mais la partie de Schopenhauer est très importante. Mais il a une vision grandiose de lui-même, qui n'est pas juste. S'il était juste, il se mettrait au même niveau que Hegel. Et il ne dégraderait pas, il ne s'affirmerait pas aux dépens de son congénère. Je ne désire faire comprendre qu'une seule pensée. Cependant, je n'ai pu réussir à l'exposer, malgré tous mes efforts, qu'en écrivant ce gros volume, lisez-le 2 fois, et la première fois avec beaucoup de patience, écrit-il. Voilà pour la modestie, écrit Will Durant. Qu'est-ce que la modestie, sinon l'humilité feinte par laquelle, dans un monde qui crève de jalousie, on cherche à se faire pardonner ses qualités et ses mérites par ceux qui n'en ont pas. Voilà la phrase typique de la frustration, qu'on retrouve chez Nietzsche également. Et ça donne des ouvrages extraordinaires et d'une puissance magique et très très important pour l'humanité. Mais ce qui naît de la frustration travaille pour le narcissisme, travaille pour la perversion, malheureusement, beaucoup plus que pour son inverse. Bien sûr que ça fait travailler l'inverse, puisque ça oblige à critiquer ce qui a été dit. Mais voilà, c'est les femmes au bordel, c'est pas ce qu'on souhaite de l'humanité. C'est ce qu'on doit critiquer, c'est ce qu'on doit soigner, aider, pas soigner les femmes au bordel, mais soigner les hommes qui mettent les femmes au bordel. Soigner l'humanité qui agit comme ça. Soigner l'humanité qui déforme les visages des femmes comme dans les Demoiselles d'Avignon. Voilà. Et en plus, il inverse le rôle. Il les appelle les Demoiselles d'Avignon. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Bien sûr que c'est bien de leur reconnaître toute la beauté de ces femmes, puisqu'elles sont effectivement magnifiques. C'est les femmes du bordel, malheureusement. Pour elles, des hommes les ont maltraitées. Mais ça n'est pas dit clairement. Donc ça ouvre toutes les portes à la maltraitance. Et c'est pas bien. Quand on fit de la modestie une vertu, ce fut certes très avantageux pour les imbéciles, car on s'attend à ce que tout homme parle de soi comme d'un sot. On ne s'attend pas à ça. Mais la majorité humaine n'est pas narcissique. Et donc est plutôt névrosée. Et donc n'exagère pas son potentiel. Au mieux, il l'exprime tel qu'il est, il le regarde de façon juste, et au pire pour lui, mais pour le meilleur pour l'humanité, il se sous-estime, il parle de lui effectivement comme un sot. C'est ce qui fait que l'amour circule, que le système se fait, parce que ben voilà, celui qui se pense comme un sot entraîne l'autre
qui le regarde et qui le voit avec réalité, à lui dire ben non, tu l'es pas, tu vois, et à faire circuler l'amour plus que la crainte pour le narcissique qui se dit moi je suis le meilleur, etc. Le mépris, je sais pas, toutes des valeurs négatives. Quand on entend un narcissique parler de lui et exagérer son potentiel, c'est révoltant pour la plupart des hommes et pour les 3% qui vont être ses aficionados, c'est complètement destructeur d'une certaine façon parce que ils idéalisent quelqu'un qui n'est pas à idéaliser. Je continue ma lecture. La première phrase du livre de Schopenhauer ne trahissait aucune humilité. Le monde, dit-il, est mon idée. C'était son idée. Lorsque Fichte avait énoncé une semblable proposition, même les Allemands imbus de métaphysique avaient demandé « Que pense de cela sa femme ?» Mais Schopenhauer n'avait pas de femme. Ce qu'il voulait être certainement assez simple, il voulait se rallier dès l'entrée en matière à la thèse de Kant, à savoir que le monde externe ne nous est connu que par nos idées. Suit un exposé de l'idéalisme qui est clair et suffisamment probant, mais qui constitue la partie la moins originale du livre et qui aurait été plus à sa place à la fin qu'au commencement. Le monde mit une génération entière à comprendre Schopenhauer. Parce qu'il fit un mauvais départ et dissimula sa pensée derrière 200 pages d'un idéalisme de seconde main. La partie la plus importante de la première section est une attaque contre le matérialisme. Comment pouvons-nous dire que l'esprit soit matériel alors que nous ne connaissons la matière que par l'esprit? Point d'interrogation. Je vais m'arrêter là. Oh non, je vais continuer, tiens, jusqu'au prochain chapitre. Admettons que nous ayons pu suivre jusqu'au bout, ça c'est ce qu'écrit Hegel. Admettons que nous ayons pu suivre jusqu'au bout et sur la foi des représentations intuitives, l'explication matérialiste. Une fois arrivés au sommet, ne serions-nous pas pris soudain de ce rire inextinguible des dieux de l'Olympe? Lorsque nous éveillant comme d'un songe, nous ferions tout à coup cette découverte inattendue que le dernier résultat si péniblement acquis, la connaissance, était déjà implicitement contenu dans la donnée première du système. La simple matière, ainsi, lorsque nous nous imaginions avec le matérialisme penser que la matière, ce que nous pensions en réalité, c'était le sujet qui se la représente, l'œil qui la perçoit, la main qui la touche, l'esprit qui la connaît. Alors se révèle cette étonnante pétition de principe de la doctrine où le dernier anneau apparaît inopinément comme le point d'attache du premier. C'est une chaîne sans fin et le matérialisme ressemble au baron de Munchausen qui, se débattant dans l'eau, monté sur son cheval, l'enleva avec ses jambes et s'enleva lui-même par la queue de sa perruque ramenée en avant. Aujourd'hui encore, en plein XIXe siècle, un matérialisme grossier qui se croit d'autant plus original qu'il est plus ignorant voudrait expliquer les manifestations de la vie par les forces physiques et chimiques et faire naître celle-ci de l'activité mécanique de la matière. Mais je ne croirais jamais que l'on puisse donner, même à la plus simple combinaison chimique, une explication mécanique, et encore moins aux propriétés de la lumière, de la chaleur et de l'électricité. C'est une explication dynamique que ces phénomènes exigeront toujours. Alors autant dire que j'ai lu tout ça sans en comprendre le moindre mot, mon esprit étant complètement ailleurs. Ça a dû s'entendre dans la façon dont je l'ai lu, et donc je sais que je pourrais commenter des choses certainement, mais comme je ne les ai pas compris, je vais continuer. Non, il est impossible de résoudre le problème métaphysique, de découvrir la secrète essence de la réalité en examinant la matière d'abord. C'est vrai, il a raison là, c'est vrai.
on ne peut pas, à travers la matière, comprendre le problème métaphysique. On peut comprendre que la matière n'existe pas et que c'est une illusion. Mais pour comprendre les grandes valeurs métaphysiques, ce qu'il y a avant nous, avant la création, où nous allons, etc., toutes qu'est-ce que l'amour, pourquoi, qu'est-ce que l'âme, etc. Toutes ces, où va l'humanité, toutes ces grandes questions, on ne peut pas les étudier, les découvrir à travers la matière, à partir de la matière. On peut les comprendre à travers notre intuition, pour l'instant, à travers la matière. Il n'est pas dit que, et je pense d'ailleurs que très possible, que la physique, dans l'avenir, nous explique, démontre ce qu'est l'univers, ce qu'est cette matière, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il y avait avant la matière. Éclaire Dieu, éclaire le divin, ou le vide, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais enfin, si c'était un vide sans rien, un vide vraiment vide d'esprit, je ne vois pas comment il aurait pu projeter un univers au bout duquel, à un certain moment duquel, la vie apparaît, se développe, évolue, arrive avec l'humain à la conscience, à l'évolution qui le conduirait à l'extase, qui est la réunion avec le principe créateur. Je ne vois pas comment une matière sans sens, vide de tout, pourrait avoir créé, porté en son sein, l'amour, la conscience. Voilà, l'évolution. Enfin, toutes ces choses-là. Non, il est impossible de résoudre le problème métaphysique, de découvrir la secrète essence de la réalité en examinant d'abord la matière, pour continuer ensuite par l'examen de la pensée. Il nous faut commencer par ce que nous connaissons directement et intimement par nous-mêmes. Là, je suis d'accord, c'est vrai, c'est par nous-mêmes que nous devons commencer. Et c'est par nous-mêmes, et c'est à travers l'extase, en comprenant la force qu'est l'extase, pourquoi il y a l'extase, pourquoi il y a l'amour, pourquoi il y a la pulsion, pourquoi il y a tous ces moteurs en nous, à quoi ils servent. C'est à travers ça qu'on peut comprendre pourquoi toute cette énergie, tout ce mécanisme intérieur, psychique et physique, nous conduit l'humanité à la perfection, vers son ultime perfection. Alors, il écrit, Hegel, ce n'est pas du dehors qu'il nous faut partir pour arriver à l'essence des choses. On aura beau chercher, on n'arrivera qu'à des fantômes ou à des formules. On sera semblable à quelqu'un qui ferait le tour d'un château pour en trouver l'entrée et qui, ne la trouvant pas, dessinerait la façade. Pénétrons donc à l'intérieur, si nous pouvons découvrir l'ultime nature de notre esprit. Peut-être aurons-nous la clé du monde extérieur. Eh bien, voilà, c'est la fin de ce chapitre-là. Le prochain, c'est le monde comme volonté, la volonté de vivre. Petit 1, la volonté de vivre. Et effectivement, il a mis, je pense, en route la psychologie. Ses descendants, ça peut être Freud, ça peut être Nietzsche, ça peut être les psychologues, les sociologues, ceux qui ont recentré la vision vers l'humain, qui était excentré, qui était dirigé vers l'avenir, vers la finalité, en fait, grâce au spirituel. On observait
la fin des choses, le début des choses, enfin voilà, mais on n'était pas sur le présent. Et là, ces penseurs du 19e siècle, à partir de Schopenhauer sans doute, ont ramené toute la pensée sur l'homme, sur l'analyse de l'homme, sur la réflexion sur l'homme, et ça a été très important. Maintenant, on doit sortir de ce côté égocentrique, de ce côté individualiste, de ce côté narcissique aussi. On doit sortir de cette position-là, tout en y restant, hein, tout en gardant une partie dans la réflexion, continuer à travailler sur la psychologie humaine, sur la sociologie, l'éthologie, etc. Mais on doit recommencer à envoyer des philosophes tels que la mécanique universelle, donc mon travail, inspecter la fin des temps, inspecter la métaphysique, une nouvelle métaphysique, et le où nous allons. Voilà ce que je pense. Et je vous remercie. À la prochaine. Merci. Au revoir.